commencer parce qu'on doit absolument finir à -5, parce qu'après, il y a la clôture de ces deux magnifiques journées ici, et qu'il ne faut pas être en retard, alors on ne sera pas en retard. Donc, je vais présenter de manière rapide toutes ces femmes, ce qui est bien. Pour une fois qu'on est en majorité, il faut en profiter. Et Florence Aubenas va arriver. Elle arrive après avoir secouru quelqu'un. Donc, justement, Florence Aubenas qui arrive, je crois que vous la connaissez. Elle a été reporter à Libération, puis au Nouvel Observateur, puis au Monde maintenant. En 2005, vous l'avez sans doute tous su, elle a été enlevée à Bagdad et elle a été détenue pendant plusieurs mois, ce qui n'a pas empêché de retourner en Syrie pour Le Monde plus tard. Entre-temps, elle était allée sur un autre terrain de guerre, la guerre sociale et économique, si on peut dire, pour s'occuper de gens qui sont dans la précarité. Si vous avez lu ou si vous ne l'avez pas lu, il faut lire Le Quai de Ouistreham, vous verrez que ça parle de choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on essaie de ne pas voir. Et donc, Sarah Daniel est toujours au Nouvel Observateur. Elle est grand reporter au Nouvel Observateur. Et vous avez été en Irak, en Afghanistan, en Pakistan, enfin sur beaucoup de terrains agités. Marie-Pierre Subtil a été très longtemps au Monde. Elle n'y est plus. Elle n'y est plus, mais elle fait quelque chose que je trouve extraordinaire, qui est une revue, on peut dire une revue, je dirais pas un magazine, une revue qui s'appelle 6 mois, et qui défend quelque chose qu'il faut absolument défendre et qu'il faut absolument continuer et qu'il faut absolument encourager, même si parfois on se dit, quand on voit les grands journaux, que c'est menacé. Ça s'appelle le photojournalisme. Et alors justement, puisqu'il est question de photos, on a une photographe ici, Agnès Derbet, qui dit qu'elle n'est pas photographe de guerre, mais peu importe, vous avez aussi été sur des terrains agités. Et puis il y a votre exposition qui est très belle. Si vous ne l'avez pas vue, il faut absolument y aller avant de partir, qui est en bas, qui se passe non pas sur un terrain de guerre réel, encore que, on pourrait le dire, au Tibet. Donc, en fait, pour commencer, je me demande ce que ça veut dire pour vous toutes, reporter de guerre. Florence ? Moi, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que ça évoque tout de suite, on en rigolait avec Sarah, ça évoque tout de suite le gilet multipoche, le chéri je t'aime au téléphone qui passe mal, c'est des bombes, c'est pas grave, tout va bien, etc. Toute la mythologie un peu que vous voyez dans les films américains et qui est un petit peu exagérée. Donc je pense qu'il y a des reporters tout court et parfois ils font des guerres et parfois ils n'en font pas, et je trouve que c'est plus juste. C'est-à-dire que quand on est reporter de guerre et si on n'est que ça, je pense qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'on finit par traiter comme quelque chose d'ordinaire, quelque chose qui est heureusement extraordinaire, c'est-à-dire la guerre. Sarah ? Oui, moi je me suis jamais considérée vraiment comme une reporter de guerre. Il se trouve que depuis le 11 septembre 2001, j'ai été happée dans tout un système des guerres de Bush qu'on devait aller expliquer, aller couvrir, mais c'est sûrement pas les bombes. Enfin, moi les bombes, ça me fait peur. Et donc j'ai été prise dans des situations où j'ai eu très très peur, et c'était pas un goût particulier pour ça, c'était en dépit de situations compliquées qu'on allait dans ces endroits-là. Marie-Pierre, les photographes que vous défendez, vous les voyez comme des reporters de guerre ? Alors certains font du reportage de guerre, mais pas tous. Il y a quelques femmes qui font du reportage de guerre, mais elles sont très peu nombreuses par rapport aux hommes. Et souvent, les femmes font du photojournalisme, elles font les conséquences. Par exemple, il y en a une qui fait un travail extraordinaire sur une femme victime de la guerre au Ouganda. Et donc, à ce moment-là, ces femmes reporters, sont dans l'après et dans quelque chose de beaucoup plus intime et qui, à mon sens, dit beaucoup plus de la guerre. Mais Agnès, quand vous dites « je ne suis pas reporter de guerre », vous êtes photojournaliste. Vous diriez photojournaliste ? Même photojournaliste, en fait, c'est un terme que j'apprécie pas tant que ça aujourd'hui. Photographe. Oui, mais non, parce qu'à un moment, on me disait, oui, mais toi, t'es pas... Comme je travaillais seulement en noir et blanc... On remet nos gilets multipoches et on s'en va. Non, c'est les catégories que j'apprécie pas trop, mais en tout cas, en tant que photographe, moi, ce que je me suis évertuée à faire, c'est photographier des êtres humains, et que ce soit avec mes sentiments, avec mon empathie, et que ce soit dans la guerre ou dans la vie quotidienne ou dans d'autres circonstances, ce sont leur humanité que j'ai essayé de photographier. Mais alors, vous savez qu'à Bayeux, ce week-end, il y avait donc un jury qui décernait des prix à du photojournalisme.
Et il y a eu une double page hier dans Libération. Et il y avait une phrase de Kapuscinski, qui a été un de vos ancêtres, un de vos prédécesseurs, et qui est mort en 2007. Et cette phrase, ça m'a un peu intriguée, et j'aimerais bien avoir votre avis. Il disait « Tous ceux qui ont été dans un pays en guerre ou qui ont vécu la guerre savent qu'elle est indescriptible. » Oui, c'est vrai. Je pense que... Mais c'est assez compliqué parce qu'à la fois, enfin, je sais pas, on ne s'y habitue pas vraiment non plus. C'est-à-dire que c'est vrai, personne ne pense, même ici, que on va tous faire des grandes déclarations, plus jamais ça, vivement la paix, etc. etc. Tout ça est vrai jusqu'à la prochaine guerre, j'allais dire. Et pour beaucoup d'analystes aujourd'hui, ces derniers mois, ces mois-ci, nous sommes en train de rentrer dans la Troisième Guerre mondiale. Donc on est là à un tournant extrêmement particulier. Et c'est vrai que dès qu'une guerre finit, on dit c'est promis, il n'y en a plus, jusqu'à la suivante. Mais c'est vrai, voilà, c'est une vérité. Sarah, vous avez eu aussi l'impression d'être obligée d'être, comment dire, confrontée à l'indicible? Oui, l'indicible, oui. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une sorte de pérennité de la guerre. Là, je visitais ce matin le musée de Colette. Je voyais ce qu'elle avait écrit sur la guerre et ce qu'avait écrit son compagnon. Et c'est des choses qu'on pourrait écrire encore aujourd'hui sur certains théâtres, que ce soit en Irak ou en Syrie. Enfin, c'est incroyable de voir comme les choses ne changent pas, quoi, comme ces souffrances sont pérennes, ces descriptions sont toujours les mêmes, comme si en effet on tirait aucune leçon des expériences. Oui, je voulais juste raconter qu'un photojournaliste allemand qui s'appelle Christoph Bangert vient de sortir un livre qui s'appelle War Porn, pornographie de la guerre, et il a publié toutes les photos qu'il a faites en Irak dans les années 2005, 2006, 2007, et dont les journaux n'ont pas voulu. C'est-à-dire qu'il explique très bien qu'on ne peut pas tout dire de la guerre, on ne peut pas tout montrer. Et donc les journaux font les photojournalistes d'abord font une autocensure. Ils n'envoient pas certaines de leurs photos aux rédactions parce qu'ils savent qu'elles ne passeront pas. Et lui-même donc s'est autocensuré et il a de temps en temps essayé de voir jusqu'où allait la limite. Donc il a envoyé des photos de cadavres, des photos affreuses. Et ce qu'on appelle les photo-éditeurs lui ont dit « Mais enfin, pourquoi tu nous envoies ça? Évidemment, on ne le passera pas. » Et donc, il vient de faire un livre dans lequel il publie des dizaines de photos qui n'ont pas été montrées, en expliquant que les journaux, aujourd'hui, ne montrent pas Alors, ne disent pas, c'est plus facile avec des mots, je pense, mais il y a des photos qu'on ne peut pas montrer. Alors justement, avec Agnès et Florence Aubenas, on parlait de ça tout à l'heure ensemble, et au contraire, on constatait que pendant des années, il y a eu une sorte d'interdit sur le fait de montrer des cadavres, et que là, récemment, on en a vu beaucoup. Sur le net ou sur le papier? Sur le papier. Sur le papier aussi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, montrer des gens morts, montrer des victimes de guerre, que ce soit des combattants, des civils, etc., montrer un homme, une femme ou un enfant mort à terre était un très grand tabou dans la presse. C'était quelque chose que, si vous avez dans vos souvenirs, vous voyez des gens blessés, vous voyez des gens comme ça, mais des photos de morts, et pour en avoir plusieurs fois parlé avec des photographes sur le terrain pendant longtemps, dès qu'il y avait un cadavre, ils baissaient l'appareil. Enfin, je me rappelle très bien du geste qu'ils avaient de ne même pas le photographier, de ne même pas essayer de faire cette photo-là. Et l'idée et la raison de cette déontologie n'était pas de dire on va montrer que la guerre est jolie, parce que ça, on est tous d'accord, personne n'y croit une demi-seconde, mais c'est que quelqu'un de mort atteint aussi quelque part la dignité de cette personne, de la montrer comme ça. Il y a eu plusieurs fois des polémiques sur des gens blessés au cours d'attentats qu'on voit avec comme ça tout dans le désordre de la mort, j'allais dire, et dans ce qu'elle peut avoir de dégradant pour soi et pour la famille de voir un de ses proches comme ça. Et donc il y avait vraiment un tabou très très fort. Et aujourd'hui, de moins en moins, ce tabou est respecté. On voit maintenant assez souvent des photos de morts dans la presse. On les a vues d'abord sur Internet, ça c'est vrai. Et c'est vrai que quand on voyage maintenant dans un certain nombre de pays, notamment la Syrie ou des pays comme ça, vous êtes avec un gamin très charmant de 18 ans qui vous explique qu'il milite, que c'est un activiste, etc. Hop, il vous sort son portable et il fait défiler dessus
des photos épouvantables de ses meilleurs amis qui sont tronçonnés, découpés en morceaux, de sa famille. Et il y a une espèce d'accoutumance horrible, de mon point de vue, à cette violence-là. Et je pense qu'en effet, ça tient à la pornographie et que c'était pas si mal de pas les montrer. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas faire tomber un tabou, c'est s'habituer à des images, j'allais dire, dégradantes de soi. Et voilà, moi je trouve que je comprends la démarche qu'il fait et ce qu'elle a de provocateur, donc je trouve ça très, très respectable, mais il faut que ça reste dépasser une ligne rouge que de montrer ça. Marie-Pierre, vous avez des interdits à 6 mois? Ah oui. Oui, et puis surtout, on pense une chose, c'est que c'est pas parce qu'une photo est choquante qu'elle va marquer les esprits et qu'elle a plus d'effet qu'une photo où la violence est sous-entendue. Je me souviens d'un reportage sur le Guatemala, notamment sur les Maras qu'on a publié, où c'était un peu compliqué. Le photographe voulait absolument qu'on diffuse la photo d'un cadavre tenu par 4 policiers, et c'était une photo moche, quoi. C'était vraiment moche. Et je lui ai dit non, cette photo, elle choque, et puis elle apporte rien de plus qu'une autre qui était beaucoup plus intelligente qu'il avait faite, où on voyait un chauffeur de bus mort, mais on ne le voyait que dans le rétroviseur du bus. Et cette photo dans le bus était beaucoup plus marquante que la photo du cadavre. Et donc finalement, on a fait ce choix. Et évidemment, il faut faire des choix. Mais en même temps, si je puis me permettre, il faut aussi pouvoir montrer ce que sont les horreurs de la guerre. Moi, je me souviens en 2003, en 2004, j'ai traversé avec Stanley Green l'Irak. Et évidemment, au cours de notre périple, on a vu des choses très dures, notamment au moment du siège de Fallujah et tout. Et à chaque fois qu'il envoyait ses photos, il y avait donc cette espèce de distanciation en disant non, on ne peut pas montrer ça, il y a des enfants trop blessés, voilà. Et du coup, on avait on avait l'impression qu'on édulcorait un petit peu notre reportage, et puis les sentiments évidemment assez violents que ça pouvait provoquer chez nous. Et ça aussi, ça pose un problème, même si évidemment je suis tout à fait d'accord pour pas tout montrer. Surtout maintenant, en effet, où il y a une surenchère qui viennent aussi des acteurs finalement de ceux qui perpétuent les atrocités, notamment de l'État islamique, où là on voit que sont diffusées sur Internet toutes ces vidéos terribles de décapitation qui existaient en fait déjà en 2003-2004 en Irak. Je me souviens que j'avais interviewé les gens qui avaient commis ces décapitations-là, mais on avait beaucoup plus de recul, et il n'était pas question de diffuser à ce moment-là ces vidéos, ou en tout cas pas de cette manière virale comme il peut y avoir maintenant, et en effet où tout le monde montre si vous voulez, c'était le fait souvent de soldats en fait. En Irak, ils avaient tous, eux aussi, sur leur portable, sur des photos épouvantables. Et maintenant, c'est vrai que c'est devenu le lot commun de tout un tas de gens qui diffusent ces images. Agnès, est-ce que vous avez déjà collaboré avec un journaliste qui écrivait comme vous? Oui. Avant, je travaillais surtout avant parce que j'habitais en Asie et j'étais basée là-bas, donc je travaillais en binôme. Et justement, par rapport à montrer ces cadavres, je pense aussi que tout dépend en fait du sujet ou des événements dans lesquels on se trouve. Alors, c'était pas la guerre, mais moi, j'avais surtout commencé avec le tsunami. Et c'est certainement le tsunami en Asie du Sud-Est, pas au Japon. Et je pense que c'est la chose la plus... ça fait partie des choses les plus dures que j'ai pu voir, parce que c'était des amoncellements de corps. C'était relativement injuste puisque c'était dû à la nature. Et j'avais fait extrêmement attention justement à essayer de conserver la dignité de ces corps qui étaient complètement informes et tout gonflés parce qu'il n'y avait pas de morgue, et il faisait très chaud, et c'était particulièrement laid. Après, j'ai couvert d'autres événements où ça me paraissait plus évident en fait de photographier les corps morts qui venaient des gens qui venaient juste de se faire tirer dessus par l'armée thaïlandaise en l'occurrence, parce que c'était cru, parce que c'était gratuit, l'armée tirait sur les gens, et du coup ça me paraissait beaucoup plus important et légitime de photographier ces corps morts. Voilà. Alors, toujours à Bayeux, le président du jury, c'était John Randall, qui est un vieux monsieur maintenant, mais qui a été le reporter au New York Times et au Washington Post. Et alors, dans un entretien, il disait que pour lui, ce métier, ne disons pas de reporter de guerre, mais de journalistes qui sont amenés à aller vers la guerre, dans la guerre,
était de plus en plus difficile à exercer. Alors évidemment, il parlait des problèmes financiers, ça on en parlera sans doute des problèmes financiers des médias, c'est peut-être pour ça aussi que les médias souvent renoncent à la photo, parce que ça coûte cher. Et puis il disait que même s'il y avait eu toujours des enlèvements, il faisait allusion au Liban par exemple dans les années 80, désormais quand même les journalistes étaient passés de plus en plus de témoins à cible. Je crois que c'est ce qui vous est arrivé, Florence. Oui, c'est vrai que je me souviens parmi les premiers reportages que j'ai faits, c'était au Rwanda. Et je la regarde parce qu'on s'est rencontrés là. Donc, c'est vrai que je me souviens très bien de la première voiture dans laquelle je suis montée. Donc à cette époque-là, vous savez, vous étiez un peu pris sous l'aile d'un journaliste plus âgé qui vous montrait un petit peu la façon de se comporter, etc. Et heureusement qu'ils étaient là. Je me rappellerai toujours, on était un moment, la première fois de ma vie où j'ai entendu tirer sur ce type de terrain-là. J'entends tirer, il y avait un petit monticule. Et je monte sur le monticule et il me dit « Mais tu es complètement folle, il faut se coucher par terre. » Je dis « Mais on voit rien. » Il me dit « Oui, mais c'est pas le problème. » Et donc tu verras plus tard. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout. On a la chance extrême de vivre dans un pays absolument en paix. Et la guerre est un apprentissage aussi. Et en tout cas, durant ces années-là, donc là je parle de 94, on louait un taxi de brousse, donc faisant de briques et de broc. La première chose qu'on faisait, c'était de prendre un grand papier blanc, un feutre, d'écrire presse, de le plaquer sur le pare-brise, d'écrire pas d'armes sur le... Donc on faisait une Kalachnikov barrée sur la portière. On était très très contents, on partait comme ça. Et dès qu'on traversait une zone où ça tirait, on arrêtait de tirer parce que on regardait les journalistes un petit peu comme la Croix-Rouge, comme des acteurs bien gentils sur lesquels il ne fallait pas tirer parce que ça leur ferait un peu de peine et qui étaient là en observateur. Donc il y avait une appréciation et un rôle des journalistes qui n'avait rien à voir avec ça. Aujourd'hui, vous écrivez presse sur votre voiture, vous êtes tout simplement un malade parce que vous êtes immédiatement, il faut dessiner non plus d'armes, mais une cible avec un rond au milieu et votre figure. Donc ça va vraiment en 25 ans, les choses ont vraiment changé tout à fait. Et alors en Syrie, la dernière fois, c'est vrai que le rôle de la presse était tout à fait différent. Quand on est arrivé, donc la Syrie était un pays extrêmement fermé et dans lequel les gens avaient très peu l'habitude de discuter avec un journaliste. Donc votre simple présence était quelque chose qu'on fêtait. Donc être là comme journaliste, ça voulait dire on est libre, on est un peu libre. C'est-à-dire qu'on a le droit maintenant de parler à quelqu'un sans que la police politique du pays vous saute dessus et vous amène dans un camp pour vous faire torturer. Donc il y avait notre présence, notre simple présence était symbole de liberté. Et en 6 mois, notre simple présence est devenue quelque chose d'hostile. Et cette bascule, elle s'est faite en extrêmement peu de temps en Syrie. Et c'est l'évolution générale. Oui, et Sarah, depuis que vous faites ce métier, vous aussi, vous l'avez vu changer ? Moi, j'ai eu un peu la même expérience que Florence, c'est-à-dire en 2006-2007, j'étais ce qu'on appelle à un moment embedded avec les soldats américains en Irak, et j'avais hérité de mes collègues qui faisaient ça depuis plus longtemps que moi, de gilets pare-balles, où en effet il y avait marqué un presse, enfin, un très gros presse pour qu'on voit qui on était, et surtout on avait des casques blancs. Alors je suis arrivée pleine de bonne volonté avec ces militaires américains, et je suis arrivée avec mon casque blanc, et là ils m'ont tous dit mais il n'est pas question, ils ont pris le casque, ils ont mis une espèce de treillis par-dessus en disant il n'est pas question qu'on circule avec vous avec votre casque blanc, on va se faire tous canarder quoi. Et donc ça c'était la première expérience de ça. Ensuite, la même expérience que pour la Syrie, mais en Libye. Je me souviens au moment donc de la chute toute fraîche là, du régime de Kadhafi, où c'était magnifique. Enfin, ils n'avaient jamais vu de journalistes, on était accueillis comme des sauveurs. Enfin, c'était voilà, les premiers temps des révolutions qui sont souvent magiques et magnifiques. Et j'ai pas pu... Enfin, on ne pouvait rien payer, on était... voilà. Et très très vite, en l'espace de quelques mois, au cours de voyages récurrents comme ça que j'ai pu faire en Libye, on sentait qu'on était en danger, tous les gens qu'on approchait, on devenait des pestiférés, et puis après à Benghazi, ça devenait très 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 dangereux de rester même plus que quelques journées là-bas. Donc oui, en effet, ça a été une évolution très drastique. Dans cet entretien, John Randall disait aussi
Autrefois, le problème, c'était comment je vais faire pour transmettre mon papier. Maintenant, il n'y a pas de problème pour transmettre mon papier ou ma photo, mais justement, peut-être, disait-il, peut-être au contraire, ça va trop vite. Et tout à l'heure, quand on parlait avec Agnès, elle disait ça un peu aussi sur le fait qu'on prend la photo et immédiatement, elle part. Bah oui, c'est ça le problème avec le digital. Alors bon, c'est très pratique, hein, parce que maintenant, s'il faudrait donner ces pellicules comme moi, je l'ai jamais vécu, mais à l'époque, les photojournalistes essayaient de trouver quelqu'un pour donner leurs pellicules, qui partent à l'aéroport, qui les envoie, qui les développe, qui les dépose au journal. Maintenant, vous donnez un colis fermé à quelqu'un à l'aéroport, il est hors de question pour qu'il le prenne, quoi. Donc, je pense que vive le digital pour ça. Mais le problème, effectivement, c'est que on envoie directement les photos, elles sont publiées avant même qu'on ait eu l'occasion de pouvoir comprendre ce qu'on avait pris en photo. Et je trouve que c'est un danger qui... Il y a une déprofessionnalisation du métier de photojournaliste, parce qu'il suffit d'avoir un appareil photo et de partir, et il y en a plein qui l'ont fait sans connaître, justement, effectivement, sans être préparé au terrain de la guerre. Et aussi parce qu'on envoie ces photos... à des photo-éditeurs qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe sur place, qui les décodent avec les codes qu'ils ont occidentaux ou je ne sais quoi. Et donc c'est important. J'aimerais qu'on retrouve un peu plus de temps pour pouvoir digérer les choses qu'on voit, les choses dont on témoigne, et avant de les balancer au grand public. Mais Marie-Pierre, à 6 mois, vous réintégrez le temps. Ah bah c'est le principe même de cette revue qui consiste à publier des reportages qui ont été faits sur des mois, parfois sur des années, par des photographes, des photojournalistes qui, en dehors de ce qu'on appelle le news dans le métier, donc en dehors de l'actualité, font des projets personnels. Donc il y a toujours des photojournalistes qui sont engagés et qui suivent un groupe de gens ou une personne et qui, pendant des mois, essayent de montrer comment un groupe d'humains est emblématique d'une histoire plus grande qu'eux. Et ils font ces travaux qui restent dans les tiroirs parce que depuis le milieu des années 90, la presse ne publie pratiquement plus de photojournalisme, en tout cas plus des histoires comme dans Life ou dans Paris Match dans les années 60-70. Et donc ces photojournalistes continuent de produire. Ils ont souvent 100, 200 images excellentes sur un même sujet et personne ne les publie. Et l'objet de la revue 6 mois, c'est de leur donner de la place. C'est pour ça que je disais en introduction que c'est essentiel parce qu'il faut défendre ce métier-là. Il faut défendre les photos sur papier et parfois les textes sur papier aussi. Mais moi, vous êtes là toutes les trois, et on a le sentiment qu'il y a beaucoup plus de femmes sur les terrains de conflit. Et Marie-Pierre Subtil, tout à l'heure, me disait que malgré tout, non, il y a beaucoup plus d'hommes. Ah oui, je pense. On les voit plus peut-être en télévision, mais je pense pas, à mon avis. En tout cas, en termes de photojournalistes, il y a toujours plus d'hommes. Il y a beaucoup de photojournalistes femmes, mais très peu sur les conflits. On en voit quelques-unes, mais assez peu. Et puis, elles peuvent le faire quand elles sont jeunes, mais ensuite, j'en connais peu. Il y a une Allemande, Anja Niedrichhausen, qui vient de mourir de AP, qui était une grande photojournaliste de news. Mais de cet âge-là, il y en a assez peu quand même, qui le font pendant 20-30 ans. Alors qu'il y a des hommes qui continuent. Oui, c'est possible. Alors, je pense qu'on aurait eu ce débat sur combien de femmes, combien d'hommes, etc. Il y a 10 ans, je crois que j'aurais tout simplement arraché les yeux à celui qui l'organise en disant il est hors de question de débattre des hommes, des femmes, on est tous pareils sur ce genre de terrain, etc. Et c'est un débat... Enfin, je pense qu'il n'y a pas une femme qui fait du reportage à qui on n'a pas demandé alors quel effet ça vous fait d'être une femme, etc. etc. C'est une espèce de tarte à la crème qui au bout d'un moment, rend fou parce que... Alors avec les islamistes, et alors ceci, cela... Et donc, pendant très longtemps, ça m'a exaspérée au point que certainement, je ne serais pas ici avec vous. Et en fait, je ne sais pas si je m'y suis habituée, mais je crois que ça a été une grande avancée qu'il y ait des femmes qui fassent ce métier-là aussi, mais comme tout un tas de métiers, comme juge, comme policier, comme agricultrice, comme une féminisation, j'allais dire, habituelle des choses, et qui, moi, m'a toujours semblé normale, c'est-à-dire qu'on fait, en tout cas, j'ai l'impression, toute partie de cette génération qui a voté, qui a connu des comptes en banque, qui a pris la pilule si elle le voulait, enfin, où toutes ces choses étaient évidentes, ne posaient aucune question, et on ne voyait même pas pourquoi il aurait fallu y réfléchir.
et à tout bien peser, je crois que ça a été quand même le combat de femmes avant nous, et qu'en parler finalement, si c'est pour leur rendre hommage, c'est une bonne chose quand même. Et l'autre chose, c'est que on a la chance que ça ne soit pas un débat pour nous. C'est-à-dire que moi, quand je dis je suis une femme et grand reporter, et je suis allée en Syrie, là, on s'arrête de respirer. Non, c'est vrai, c'est génial. Non, ne descends pas la poubelle, on va le faire. Laisse. Donc c'est quand même un très gros avantage dans la vie. Et tout de suite, c'est très valorisant, formidable pour l'ego, je vous passe tout le reste. Donc voilà, et quand on se penche un petit peu sur ce qu'est la France, comment ça marche, etc., comme j'ai pu le faire pour le quai de Ouistreham, là vous vous rendez compte, j'allais dire à mon âge, c'est-à-dire 50 ans, voire un peu plus, qu'être une femme, c'est pas toujours si simple. Et quand on postule pour être femme de ménage, c'est beaucoup plus dur que postuler pour être grand reporter, bizarrement. Et là, vous en prenez bien plus plein la gueule, et donc on vient vous voir. Alors je me rappelle toujours un type qui m'embauchait, qui me disait... Et pourquoi vous travaillez? Avant, vous travaillez dans quoi? Je dis, oh, je ne travaillais pas. Je dis, ouais, je vivais avec un homme qui m'entretenait, etc. Je m'étais fait une petite histoire. Et le type me dit, oh, il vous a sans doute largué pour une plus jeune. Donc voilà. Ça, c'est être une femme normalement en France. Donc le débat, même s'il m'énerve, me semble rester pertinent. Donc j'ai arrêté de les refuser pour cette raison-là. Mais justement, moi, en plus, je parlais de ça parce que quand j'ai débuté dans ce métier il y a longtemps, j'ai entendu des phrases comme « Ah non, on ne peut pas envoyer une femme là-bas ». Et ça portait pas seulement sur des terrains de conflit, ça pouvait être des trucs un peu compliqués, faits divers français, etc. « Ah non, on ne peut pas envoyer une femme ». Et ça, c'est tombé quand même. C'est complètement tombé. Oui, et je pense que c'est pour ça aussi. Ça dépend dans quel pays. Hein. Non, je parlais d'ici. Ah oui, d'accord, d'ici, parce qu'il y a quand même des pays où on trouve ça hallucinant d'envoyer des femmes... dans des zones de guerre. Moi, c'est une conversation, comme je couvre beaucoup le Moyen-Orient et tout ça, c'est une conversation déjà, on trouve hallucinant qu'elles conduisent, alors. Oui, non, c'est une conversation récurrente. Alors, moi, c'est une conversation que j'ai beaucoup avec les traducteurs ou les gens qui m'accompagnent ou les chauffeurs et tout ça. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, pour eux, en fait, on n'est plus des femmes quand on fait ce métier-là. C'est-à-dire que le fait qu'on soit là, ça fait qu'on a un espèce de statut particulier et on est un peu dégradé de notre condition de femme. Ah, tu vois dégradé? Moi, je vois martien plutôt. Ouais, ils vous regardent comme si on était... Enfin, de toute façon, c'était pas explicable. Ouais, voilà, c'est vraiment autre chose. Ouais. Et je me souviens aussi, parce qu'on en reparle beaucoup en ce moment, enfin, avec toute la résurgence de l'État islamique, mais de cette fois-là où j'étais donc avec les coupeurs de tête là, et que j'avais eu cette interview et qu'à la fin, je voulais plus poser de questions, juste j'étais en train de me toucher le cou parce que j'avais peur et que eux voulaient vachement s'expliquer, donc ils pressaient à des questions, mais surtout, ils m'avaient fait un grand dégagement sur ces sociétés complètement dévoyées occidentales qui envoient des femmes couvrir ces zones-là. Ils ne pouvaient pas comprendre que ça puisse se passer. Et ils me disaient, mais vous devriez venir ici, et nous, on vous installerait devant la télé, vous n'auriez plus à bouger, on vous respecterait vraiment beaucoup plus que ces endroits horribles où on envoie les femmes dans des zones de guerre. Alors, être martien, c'est utile ou c'est néfaste? Ça sert ou ça sert pas? C'est préférable. D'être martien, oui, c'est préférable d'être martien, enfin, dans ce type de situation, hein, en effet, parce qu'il y a des tas de pays où ça n'a absolument aucune importance. Je pense à l'Asie, où c'est être une femme. Enfin, je connais beaucoup moins bien. C'est surtout la bienveillance. Moi, en fait, le fait d'avoir été une femme, et puis en plus, d'être jeune, de débuter, etc., les gens étaient bienveillants avec moi, que ce soit mes collègues. Parce qu'effectivement, il y avait toujours les plus vieux photojournalistes qui me prenaient sous leur aile, ou moi j'avais pas d'argent, donc j'avais une petite mobilette pour courir après les feux, une fois par exemple au Timor oriental, et donc, mais non, ça a surtout été de la bienveillance. Ouais. Oui, parce que je me souviens d'Afghanistan aussi de cette même façon. Donc moi j'avais pris le parti, c'était un moment, donc il y a assez longtemps, c'était au moment de la chute de Kaboul, donc en 2001, après le 11 septembre, les États-Unis, vous en souvenez, avaient décidé de faire tomber Kaboul et donc de chasser les talibans en réaction aux attentats du 11 septembre. Et donc je rentre, comme beaucoup de mes confrères, dans Kaboul à ce moment-là, après la chute du régime. Et donc là, moi j'avais pris le parti d'être entièrement habillée, de rien changer à ma tenue. Donc j'aurais été comme ça, là. Et donc aucun problème, tout allait bien, etc. Et à un moment, il fallait ressortir du pays et traverser des zones plus compliquées que la capitale, qui est toujours un endroit toujours un petit peu hors sol, j'allais dire. Et donc là, on me dit, ouais, là, il faut mettre une burqa, donc ce sera mieux pour faire le trajet, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Et pendant tout ce séjour, tout s'était bien passé, j'avais vu hommes, femmes, il n'y avait eu absolument rien.
Et là, je fais ce trajet en burqa. Et là, j'ai senti les choses. C'est-à-dire que à chaque checkpoint, on était arrêté et la voiture était fouillée. Donc moi, j'avais ma burqa. On fouillait tout, mais le cendrier, les pneus, les trucs. Et moi, je restais assise dans ma truc sans qu'on me demande même de me lever. Donc je ne valais même pas le coup d'être fouillée. On ne pouvait même pas imaginer qu'il y ait sur moi quelque chose qui... Genre une ceinture d'explosifs. Voilà, ou quelque chose comme ça. Et là, c'est vrai que quand on n'est plus martien, on voit bien que les choses sont compliquées. Et revenez après la question sans cesse, c'est vrai, quand on est statut martien, c'est quand même, à un moment, ils ne peuvent pas s'empêcher de vous demander, mais quand même, votre père, il vous laisse partir comme ça. Et votre mari, il vous aime pas? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Genre, il essaie de se débarrasser de vous. Ce serait pas un peu le crime parfait, là, votre voyage ici? Et vous répondez quoi? Non, j'essaie d'expliquer, etc. Et alors, l'autre grande question, quand on est une femme journaliste, c'est parce qu'au bout d'un moment, on pousse quand même les verres de thé, puis on en vient au fait. Donc, alors, vous êtes mariés, vous avez combien d'enfants, etc., qui sont les vraies questions intéressantes. Ça tombe, ça pleut des bombes, mais quand même, c'est ça dont on a envie de parler, mais c'est vrai. Hein. Et donc ils vous demandent, bon, vous n'êtes pas mariés, etc. Et alors là, après, la grande question en Afghanistan, c'était, mais dis donc, il paraît que chez vous, maintenant, alors là, on baisse la voix, les gens se marient par amour. Alors je disais, oui, ça arrive, c'est de la folie, non? mais il le pensait vraiment. Mais peut-être s'il y a tellement de divorces. Exactement. Exactement. Et donc c'était le truc. Non, ici, c'est vraiment la pire chose. Alors je disais, mais comment ça se passe ici? Non, l'amour, c'est la pire chose qui puisse arriver. Nous, ici, tout est arrangé. Et c'était la discussion intéressante. Et après, je sortais des échantillons de parfums que j'avais amenés pour tout le monde. Et là, c'était Noël. Voilà. Mais alors, à part Agnès qui est indépendante, qui travaille seule, toutes les deux, vous appartenez, entre guillemets, à une rédaction, toutes les trois. Toutes les trois. Mais Marie-Pierre, elle n'appartient pas, elle dirige. Ah non, oui, mais j'appartiens à la rédaction. Non, mais je pensais surtout parce qu'en ce moment, avec 6 mois, vous n'allez plus sur le terrain. Et ce à quoi je voulais en venir, c'était le fait que maintenant, sur les terrains dangereux, on retrouve de plus en plus de gens qui ne sont pas protégés, en fait, puisqu'ils n'appartiennent pas à un journal, et que, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure avec Agnès et Florence, qu'ils sont obligés peut-être d'aller plus loin dans le danger, en se disant, parce que si Florence dit au monde, bon, écoutez, là, j'y vais pas, c'est trop, on va pas recommencer, je vais pas repartir pour 3 mois de détention, il va rien se passer. Mais quelqu'un qui est précaire et qui va vouloir proposer soit sa photo, soit son papier, il a tendance à dire, mais il faut que j'y aille, parce que les autres y seront pas et moi je vais y être. Non ? Oui. Et puis, pragmatiquement, de toute façon, en plus, on n'y va pas protégé. Parce que flak jacket, un gilet pare-balles, ça coûte très cher. Il y a certains pays où c'est compliqué pour les importer parce que c'est considéré comme des armes. Et par exemple, en 2010, en Thaïlande, moi j'ai travaillé il y a eu quand même 92 morts. 2 journalistes ont été tués par l'armée. Et moi j'ai travaillé pendant 2 mois sans gilet pare-balles. Parce que, alors j'étais souvent commissionnée par un grand journal. Mais bon, je leur avais demandé, est-ce que par hasard vous pourriez me trouver un gilet pare-balles? Et ils m'ont dit non. Et ils ont quand même publié les photos, quoi. C'était... Bon, après, je l'ai bien voulu aussi. Hein, mais bon, c'est effectivement plus dangereux. Et alors, moi, je suis pas partie. J'ai loupé le printemps arabe. J'étais encore en Asie à l'époque. Je sais que j'ai pas mal d'amis qui sont partis parce que il y a pour beaucoup de jeunes entre guillemets, ça a été leur premier conflit parce que c'était pas cher, c'était pas loin. Donc il y a plein de gens comme ça qui sont partis faire leurs armes. Et qui ont continué en fait à couvrir les révolutions arabes un pays après les autres, en Tunisie, en Égypte, etc. Et malheureusement, je ne sais pas si on pense en termes de carrière à ce moment-là, mais on se dit quand même on fait ses armes dans ce type de conflit, dans ce type de couverture de conflit. Et j'imagine que oui, c'est important de ramener une image. Mais c'est aussi c'est pas que pour une question de carrière, quoi. C'est enivrant, c'est pas le bon mot parce que c'est un mot positif, mais quand on est face à l'histoire, c'est difficile de reculer. Enfin, voilà. Non, je pense pas qu'on fasse jamais ce métier pour
faire une carrière. C'est un métier où on ne gagne pas d'argent, hein, il faut le savoir. Et puis personne ne vous oblige à devenir, à couvrir ces zones de conflit-là. On fait ça par passion, on fait ça. Et je pense que ça vaut aussi pour les jeunes journalistes qui commencent. En fait, les questions déontologiques et morales, elles viennent de la part de ceux qui mandatent ces gens-là. Et les dirigeants des journaux, etc., ont beaucoup de questions à se poser, de savoir jusqu'où il faut protéger ces gens, les assurer, pas trop les pousser, justement pour pas que la tentation, ça soit pour rentrer dans un journal, ce qui se passe parfois, souvent en cas de pépin d'ailleurs, les gens qui ont été pris finissent par après être embauchés, parce qu'il y a une sorte d'obligation morale de la part des rédacteurs en chef. Mais au tout départ, je ne pense pas que ça soit une question qui se pose. C'est vraiment, ça peut être un métier d'inconscience, mais c'est un métier de passion, c'est un métier de désir. Et donc, voilà, je ne pense pas qu'on fasse ça du tout pour faire carrière. J'allais dire, bien sûr que c'est ça, parce que, évidemment, pour aller se mettre dans un avion dont on n'est pas sûr qu'il va atterrir, pour aller dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas la langue et où tous les dangers sont autour de vous, évidemment que c'est un métier de passion, etc. Mais ce qui est vrai, je trouve, ce qui a beaucoup changé, et ce que disait un peu Agnès, c'est que ce monde est devenu, pour les journalistes, plus dangereux. On vient d'en parler, cette transformation des journalistes en cible, c'est la première des choses. Et parallèlement à ça, à ces dangers accrus, les rédactions elles-mêmes ont de moins en moins, j'allais dire, on va vers des journalistes de moins en moins salariés, j'allais dire. Quand j'ai commencé, il y a très très peu de temps, il y a juste 25 ans, c'est vrai que des journalistes non salariés étaient la minorité. Il y en avait bien évidemment, mais la plupart appartenaient à une rédaction. Alors appartenir à une rédaction, c'est pas simplement qu'on a envie d'être fonctionnalisé ou quelque chose s'y approchant. C'est simplement que quand vous êtes dans une rédaction, vous êtes pris en charge. Votre structure de journal fait en quelque sorte bouclier. C'est-à-dire que vous partez, le type qui était ou la femme qui était avant vous vous dit « Ah ouais, moi, l'Afghanistan, j'en reviens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Il y a une espèce de continuité dans le travail. Et le journal prend pour vous une assurance, vous êtes payé. En effet, quand le sujet vous paraît trop dangereux, vous dites « Attendez, là, il vaut mieux pas y aller, on fera plutôt autre chose, etc. » Vous avez un pied d'égalité. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de journalistes, alors je ne parle même pas des photographes, de journalistes salariés, donc il y en a de plus en plus qui travaillent à leur compte. Là, pour vous donner un chiffre, vous savez, 4 journalistes étaient enlevés en Syrie et ont été libérés, les journalistes français. Sur les 4, 3 étaient non salariés, étaient des journalistes à leur compte, et un seul était salarié. Donc ça vous donne aussi une image de ce que devient la profession. Et dans ce changement des choses, c'est vrai que quand on dit aller de plus en plus loin, de plus en plus près de la ligne de front, etc., je pense que ça évolue aussi vers ça, parce qu'on est là face à des jeunes gens qui se disent il faut y aller pour avoir ça. Eh ben, je vais rester m'installer en Syrie, eh ben, je vais aller plus loin là où les autres ne vont pas. Là, on a deux confrères qui sont emprisonnés en Indonésie, dans la zone des Papous, enfin où se tiennent les Papous, qui est une zone interdite militairement, etc., et qui sont plus ou moins en freelance pour une boîte de production. Ils sont plus ou moins pas assurés, mais assurés quand même. Tout est bricolé. Moi, je suis montée dans des voitures où il y avait des journalistes staff, on dit staff pour salariés, qui avaient les gilets pare-balles, et à côté de vous, exactement à côté de vous, le non-staff sans gilet pare-balles. Donc, il faut avoir bon moral pour vous dire, moi, j'ai le mien avec mon casque, mon petit matériel. Et celui d'à côté, il est bon à se faire tirer, quoi. Donc il y a là quelque chose, il y a de plus en plus une profession qui, pour moi, se coupe en deux. La très jeune femme qui est morte en Centrafrique, elle était toute seule, enfin elle était complètement... Ouais, elle était freelance, enfin moi je la connaissais pas personnellement, mais elle était freelance et elle avait même pas sa carte de presse. Sa carte de presse, ça veut dire que quand on travaille en tant que freelance, on est payé par une rédaction pour ses articles ou pour ses photos. Et il y a de moins en moins de rédactions en fait, qui payent en pige. Et qui payent en droit d'auteur maintenant pour les photographes. Du coup, les cotisations sont moindres. Et donc, en fait, Camille Lepage n'avait pas sa carte de presse. Il y a un autre très, très grand photographe de guerre qui s'appelle Patrick Chauvel. Alors, lui non plus n'a plus sa carte de presse depuis plusieurs années. Voilà. Puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, au-delà du fait qu'on n'ait pas le backup d'une rédaction,
il y a plein de journalistes, de photojournalistes qui partent donc en autoproduction. Donc je sais pas, un billet d'avion ça coûte entre 500 et 1000 euros. On arrive sur place, il faut payer un hôtel où on se débrouille, etc. Il faut payer un traducteur, un chauffeur, et ça coûte super cher. Et ça c'est à nos propres frais quand on est freelance. Donc, et après tout ça pour vendre une photo 50 euros. Voilà. Ceux avec lesquels vous travaillez, Marie-Pierre, ils sont pour la plupart freelance aussi? Oui, la plupart sont freelance, oui. Oui. Non, mais ça me fait penser à Éric Bouvet, que vous connaissez sans doute, qui est un des grands photojournalistes français, qui a fait toutes les guerres, les 2 guerres de Tchétchénie, etc., qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, parce qu'on organise des rencontres avec des photographes, et qui racontait qu'il est allé place Maïdan en janvier, donc à Kiev. Il était sur la place le jour où tout a basculé, c'est-à-dire que les snipers ont tiré sur les manifestants. Et donc il a fait toute une série de photos assez folles où il est entouré de morts qui sont en train de mourir sous ses yeux, et lui-même donc est susceptible de mourir à n'importe quel moment. Et il raconte cette scène, il montre les photos et il dit de cette série, j'ai vendu 2 photos à l'Express et 2 photos à Paris Match. Je les ai mises sur mon site, j'ai eu 135 000 clics. Voilà, et ça résume... Gratuit. Bien sûr, bien sûr. Et ça résume très bien la situation des reporters de guerre ou non, d'ailleurs. En fait, qu'il y a une hypocrisie parfois des rédactions qui, conscients de cette précarisation et du fait qu'il ne faut pas mettre en danger les pigistes, disent on n'en envoie plus. Et on ne veut plus en entendre parler, mais en même temps, évidemment, après, une fois qu'ils reviennent avec les reportages, ils les prennent et ils se jettent dessus. Donc c'est aussi... Vous voulez dire, ils les laissent partir par eux-mêmes, et ensuite, au lieu de les... Qui reviennent sains et saufs, ouais. Et oui, parfois, ils savent quelque part qu'ils sont en train de partir, mais ils disent non, tu ne nous en parles pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas cautionner ça, on ne t'envoie pas, mais ils finissent par... Rendez-vous au retour, oui. Voilà. Il y a quand même, pour la première fois l'année dernière, un journal anglais, je crois que c'est le Télégraphe, qui avait dit nous ne prenons plus de photos de Syrie, de qui que ce soit. Oui, ils l'ont dit solennellement. Ouais. Oui, parce qu'il venait d'y avoir encore un photographe tué en Syrie. Oui, donc c'était une position par rapport à une forme de on veut les protéger, en fait, on veut... Mais alors justement, le même vieux monsieur John Randall dont je parlais tout à l'heure... on aurait dû l'inviter. On aurait dû l'inviter, mais il est à Bayeux, le pauvre. Non, il a plein de choses à dire, évidemment, comme tous ces gens qui se sont beaucoup promenés. Et justement, il disait, pour être sur les terrains de guerre, il faut être courageux et prudent, puisque c'est ce qui a toujours été le cas, mais plus que jamais, il faut avoir de la chance. Il ajoutait 51 journalistes ont été tués en 2014. Ce qui est pas mal. Oui, la notion de prudence, c'est peut-être à Florence de le dire, mais moi j'y crois pas beaucoup. C'est vraiment beaucoup une question de chance. Oui. Le premier reportage de guerre, entre guillemets, que j'ai fait, de mes amis et des gens avec qui je voyageais ont été tués. Et c'était vraiment... j'avais un papier à écrire, donc je suis rentrée, on continue sur la ligne de front. C'est le hasard total qui décide, et c'est très très dur de pouvoir se prémunir, de se dire... Alors après, les gens qui ont été pris, on dit « Ah oui, il n'a pas été assez prudent, il a fait ceci, il a fait ça ». On essaye de rationaliser, mais il n'y a pas de rationalisation, il y a de la chance. Mais Florence, vous n'aviez pas été enlevée par imprudence, vous avez été enlevée parce qu'on enlevait des gens. Oui, alors il y a tout un tas, c'est vrai qu'on se dit il y a tout un tas de mesures qu'on essaye de prendre, c'est-à-dire que dans chaque pays où vous allez, là on n'est pas des... aucun d'entre nous n'a envie d'affronter un problème, etc. Donc par exemple en Irak, au moment où j'y étais, pour vous faire la façon dont ça se passait, donc c'était l'hiver, c'était au moment de Noël. Et donc la nuit tombait vers 17h, et donc on s'était donné comme règle de rentrer avant la nuit. Donc on quittait systématiquement l'endroit où on était avant 16h, donc pour ne pas rouler la nuit, pour ne pas avoir de problème comme ça. Et moi j'étais entièrement habillée comme les femmes à Bagdad, c'est-à-dire une espèce de grand manteau bleu marine avec un voile. Enfin, donc, on se met des règles de sécurité, donc ça c'était absolument pas la question. Et l'interview qu'on faisait était dans une université, l'université de Bagdad, dans laquelle on rentre et qui est comme tous les endroits dans ces zones violentes, sont protégés par des sécurités privées. Alors sécurités privées sont assez
comme ça. Donc il y a la sécurité privée, je vous la décris. Il y a là un grand canapé, en général en cuir défoncé, qui est mis devant une guérite, où chauffe un peu de thé. Les types sont assis sur le canapé avec la Kalachnikov entre les genoux et gardent l'endroit, etc. Et ça, c'est partout, même parfois les commerces, etc. Tout est géré par une sécurité privée. Et donc on rentre, on fait les interviews à l'intérieur de l'université, donc un endroit extrêmement public, pas de problème. On ressort de cette université et à ce moment-là, notre voiture est interceptée par une autre, nous fait une queue de poisson. Et la voiture s'arrête à 1 mètre exactement, on venait de passer la porte de l'université et c'est même pas la distance entre moi et le premier rang là. Et il y avait ce fameux canapé de cuir, les types dessus, la Kalachnikov, etc. Et on se fait braquer donc par une voiture qui nous arrête avec des Kalachnikov. Et je me tourne vers ces gardes de sécurité en leur montrant ce qui est en train de nous arriver. Et le type me fait... Et là, vous vous dites, c'est pas de chance, ouais. Quand on parle de chance, là, vous dites, elle n'est pas avec moi aujourd'hui. Et là, quand vous voyez ça et qu'on vous met dans le coffre d'une voiture, vous vous dites, là, je suis parti pour très longtemps, quoi, parce que il y a pas de... Enfin, la chance n'était pas avec vous ce jour-là. Mais un confrère espagnol était au même endroit et y est passé la veille. Hein. Voilà. Ouais, et puis parfois on essaye de prendre des mesures de sécurité. Moi, juste parce qu'on a peur. Moi, je me souviens en Libye, on était sur la ligne de front. Tout d'un coup, il y a les avions de Kadhafi qui arrivent, qui commencent à bombarder. Moi, j'ai eu très peur. Mais il y avait certains de mes collègues masculins. J'étais avec Jean-Pierre Perrin. Ils continuent. Moi, je dis non. Je reste. Je vais attendre que ça passe, quoi. Et puis tout d'un coup, il y a un avion qui recule. Je suis prise dans un mouvement de foule. Je dois monter dans un pick-up et on arrive vraiment, mais on commence à traverser le désert vers les lignes de Kadhafi. À ce moment-là, l'avion tombe. Enfin voilà, et donc on se retrouve. C'était beaucoup plus dangereux, si vous voulez, que si j'étais restée avec mes collègues. Et moi, je l'avais juste fait pour essayer d'être prudente. Donc c'est vraiment dur d'évaluer où il faut être, même si on n'est pas va-t-en-guerre. Enfin. Alors, il est 54, j'ai promis d'arrêter à 55, et je vais m'y tenir. Donc, je voudrais vous recommander de lire les livres de Florence Aubenas, de vous abonner à 6 mois. Alors, c'était un peu compliqué parce qu'il faut avoir des grosses boîtes aux lettres. Parce que on le trouve dans toutes les librairies. On le trouve dans toutes les librairies, il ne faut pas oublier d'aller l'acheter. Il est ici. Et il est ici, alors allez-y tout de suite. Et les photos d'Agnès, est-ce qu'elles sont en vente? C'est ça que je me suis demandé, non? Oui, vous pouvez me contacter par email. Oui, mais je vends des tirages de collection. Et Sarah, là-bas, j'ai 2 livres, un sur l'Irak et un sur tout le personnage de l'Afghanistan. Alors, si vous voulez les retrouver, c'est juste après. Et puis, je vous remercie tous d'avoir été si nombreux. Et vous aussi.